Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez l'émission littéraire Le Livre en question, un moment d'évasion à travers les mots et les lettres. Nous partageons ces instants avec nos chroniqueuses Dani Loni et Lydia Antoine. Chaque vendredi à 21h, vous avez rendez-vous sur la RPC, Radio Passion Culturelle, pour l'émission littéraire Le Livre en question. Le Livre en question, c'est l'espace réservé aux auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire du monde entier. Faites-nous parvenir vos expériences de lecture autour des livres que vous avez aimés. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Vous pouvez aussi nous suivre sur l'application Radio Tuning. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la découverte de l'auteur Bernard Zadie-Zaourou. Mais qui est Bernard Zadie-Zaourou ? Bernard Zadie-Zaourou est né en 1938 à Soubré, en Côte d'Ivoire, et mort le 20 mars 2012 à Abidjan. Connu également sous le nom de Beauté Zadie-Zaourou, il est un enseignant universitaire, homme politique, écrivain, metteur en scène, musicien et syndicaliste ivoirien qui a occupé le poste de ministre de la Culture dans le gouvernement de Daniel Kablan-Duncan, formé en 1993 sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Il étudie la littérature à l'université d'Abidjan et à l'université de Strasbourg. Diplômé d'une maîtrise de stylistique et d'histoire de la langue en 1970, il devient assistant au département de lettres modernes à l'université d'Abidjan. Il est membre fondateur de l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africain. De 1976 à 1977, il est directeur du département de lettres modernes. Puis en 1980, il obtient un doctorat d'état ex-lettres à l'université de Strasbourg en stylistique, poésie africaine, histoire de la langue et devient maître de conférence à l'université d'Abidjan. En 1980, il fonde la compagnie théâtrale Didiga. Écoutons maintenant notre chroniqueuse Lydia Antoine qui nous donne la suite de la biographie de notre auteur du jour. Lydia Antoine. Emprisonné dès 1963, dans le cadre de la répression politique liée à la découverte de complots supposés à l'encontre du président, il comprend que tout combat politique de front au sein d'un parti clandestin serait victime de la répression impitoyable de Félix Houphouët-Boigny. Avec Laurent Gbagbo, qu'il rencontre en France en 1969. Il décide de mener le combat politique en intégrant la société civile. Défenseur de la tradition orale africaine qui met en dialogue discours historique, musique épique et esthétique littéraire, il assure la transformation du club des jeunes chercheurs dans un institut universitaire dénommé Groupe de recherche sur la tradition orale GRTO et en devient directeur. Il décide d'installer le GRTO hors du campus de l'université au sein d'un des villages ébriés de Cocody, Blokoso. Le GRTO est considéré par ses fondateurs comme un site de résistance culturelle, intellectuelle et politique face au pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Si la formation intellectuelle des étudiants est l'activité officielle du GRTO, il comporte un volet politique et semi-clandestin qui sert à diffuser des idées de gauche. Il héberge le siège de la cellule fondamentale à partir de laquelle est né le Front populaire ivoirien, FPI, et l'Union des sociaux-démocrates, USD. Le GRTO sert également de refuge pour les militants du Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, SINARES.
dont Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et Aboudraman Sangaré. En 1975, sa pièce de théâtre intitulée L'œil est interdite après seulement 3 représentations. En 1990, à la faveur du retour au multipartisme en Côte d'Ivoire, il fonde le parti Union des sociaux-démocrates USD. En 1993, sous la présidence d'Henri Konan Bédié, Berna Zadi Zaouou devient ministre de la Culture au sein des gouvernements successifs de Daniel Kablan Duncan jusqu'en 1999. Bernard Zadi Zaouou est le théoricien du Didija, une esthétique qui se décline sur le plan artistique comme le récit des prouesses d'un héros chasseur et sur le plan philosophique comme l'art de l'impensable. Zadi Zaouou peut être considéré comme un auteur avant tout engagé, musicien et poète et aussi féministe. En peignant l'image de femmes guerrières intrépides, il relance par la bouche de la gente féminine la question de la fragilité du pouvoir mâle. Cet extrait de son roman « La guerre des femmes » est à juste titre très expressif. Extrait. Maillé. Oui, quand tu seras seul avec l'homme avec qui tu passeras la première nuit, observe bien sa nudité. À la lisière de sa prairie qui est à tout point semblable à la nôtre, tu découvriras un arbre sans feuillage. Il porte un fruit qui renferme 2 fèves. Ne t'acharne pas sur le fruit. Tu tuerais l'homme. Caresse plutôt l'arbre. Il grandira et grossira subitement. À vue d'œil, ne t'effraie pas. Couche-toi sur le dos. Amène ton double à s'allonger sur toi. De tout son long. Les tisons que tu portes là, sur ta poitrine, le brûleront d'un feu si doux qu'il roucoulera comme une colombe. Il s'abandonnera à toi. Engage alors son arbre dans ton sentier. Faites en sorte que lui-même lui imprime un rythme. Au bas, au bas, au bas. Tu verras. Ses yeux se révulseront et il s'oubliera dans une jouissance indicible. Quand tu le verras ainsi désarmé et à ta merci, ne le tue pas, mais retiens que toi seul pourras l'envoûter de la sorte. Chaque fois que tu le voudras, toi. Ce pouvoir, c'est l'arme nouvelle que je vous laisse. Dites à toutes mes filles, le moment venu, qu'elles en fassent bon usage et qu'elles n'oublient jamais que nous sommes en guerre et que la paix des hommes ne sera jamais qu'une paix de dupes. In la guerre des femmes, Abidjan, édition Néter 2001. En guise de conclusion, il faut noter, Zadi Zaouou était engagé à l'épanouissement culturel, intellectuel et artistique africain. Merci Simplice. Lydia Antoine pour le livre en question. Notre rubrique l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression être uni comme les 5 doigts de la main. Cette expression signifie être inséparable, solidaire, uni. Origine et définition. Expression française dont les origines se retrouvent au XVIIe siècle, qui existait alors sous la forme être comme les 2 doigts de la main. Cette expression se base sur la métaphore des doigts d'une main. Ces doigts vont œuvrer ensemble pour toujours. Explication. Depuis bien longtemps, les mains représentent un symbole d'union. Le plus courant sont les images de mains jointes sur la tombe des morts. Remontons à l'époque victorienne, cela représente un adieu à l'existence terrestre et l'accueil de Dieu au ciel. Cela peut également indiquer une relation entre le défunt et les proches qu'il a laissés derrière lui. Selon une autre interprétation d'origine latine venant d'un auteur dénommé Maxime, uni comme les 5 doigts de la main, puiserait ses origines d'une histoire relatant la vie de 2 frères jumeaux, disciples d'Épicure et ne possédant qu'un patrimoine commun.
Devenus vieux, ils prièrent de mourir ensemble et Dieu exauça leurs vœux, preuve d'une solidarité sans précédent. En Libérie, présentation de quelques livres d'auteurs en Libérie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en Libérie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour, La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel, Sur la piste du dernier Maschilini, auteur Danieloni, La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier, Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier, Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki, L'Afrique libre ou la mort de Kémy Séba, Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, le recueil de poèmes Saison noire de l'auteur Phoenix Jasmin, Trilogie africaine et les voix du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. En attendant mon combat contre l'endométriose de Sylvie Jean Lavallée, Jeune africain et caribéen face à l'avenir de Jean-Célestin Edjenké et Philomé Robert. Et enfin, Cannabis, un siècle de mensonges et d'hypocrisie de Pierre Mendel Guéhi. Une virgule musicale ici avec l'artiste haïtienne Foxy Dana dans le titre Show Me Love, Foxy Dana. Et que le poème de la semaine, écoutons maintenant Elisabeth Ndala nous lire son poème Femme parfaite. Elisabeth Ndala. Femme parfaite, si l'on nous avait voulu parfaite, depuis la nuit de l'espace et du temps, on aurait trouvé la formule, celle qui, secrète, fait que rien ne dépasse, que tout est à sa place. Si l'on nous avait voulu parfaite, on aurait préservé le moule de la première, pris, enfoui sous la terre, pour que se multiplient les plantes dociles. Si l'on nous avait voulu parfaite, perfection, comme on l'aurait appelée, aurait été exposée dans un musée gardé comme de chasse le trophée. Et surtout, si l'on nous avait voulu parfaite, on aurait remplacé toutes les malformées, celles qui ne tiennent pas dans la boîte, qui dans leur tête parlent bien trop fort et aspirent à une vie en 5D. Les trop grandes, les trop larges, les trop, bien trop complètes. À toutes les fleurs, 1000 couleurs, je nous les crie en vérité, on nous veut sauvagement belles, libres d'être trop ou pas assez, vivantes quand ça nous chante, vivantes quand ça nous plaît. Princesse, furie, lubie, reine pleine d'esprit, nous, joliment nous, insolemment parfaite. Femme parfaite, qui es-tu? Femme parfaite, d'où viens-tu? Femme parfaite, m'entends-tu? Femme parfaite, qui es-tu? Femme parfaite, d'où viens-tu? Femme parfaite, femme parfaite.
Mon coup de cœur, ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dani Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ce jour, elle nous parle du livre Baroque Sarabande de Christiane Taubira, paru aux éditions Philippe Ray en 2018. Écoutons Dani Loni. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire. Ma chronique d'aujourd'hui est consacrée au livre Baroque Sarabande par Christiane Taubira, paru en 2018 aux éditions Philippe Ray. Née à Cayenne le 2 février 1952 en Guyane, Christiane Taubira a été députée de 1993 à 2012, puis garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2012 à 2016. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont L'esclavage raconté à ma fille, Murmure à la jeunesse ou Nous habitons la terre. La quatrième de couverture de cet ouvrage. Dans cet ouvrage passionnant, Christiane Taubira rend hommage aux livres et aux écrivains qui l'ont façonné. De son enfance à Cayenne, où les lectures des jeunes filles étaient sévèrement contrôlées, à aujourd'hui, les auteurs et leurs œuvres défilent. Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Gabriel Garcia Marquez, René Char, Yachar Kemal, Simone Veil, Toni Morrison et tant d'autres. Éveil de sa conscience sociale par les romans engagés, découverte de la force de renouvellement de la langue, relecture de l'histoire grâce à la pertinence de la littérature, convocation des auteurs au moment de ses grands discours politiques, Christiane Taubira raconte tout ce qu'elle doit aux infinies ressources des livres. Car la lecture, cette vie ardente, n'est-elle pas le meilleur moyen de conquérir sa liberté ? À noter ceci à propos de la lecture, texte de Christiane Taubira. Quoi que vous cherchiez à savoir ou à ressentir, à comprendre ou à percevoir, à saisir ou à entrevoir, quelque part un livre répond à votre quête, en procurant plaisir, volupté, félicité. Lire, toute l'énergie, la passion, le bien-être et le tourment d'une vie ardente. J'ai le plaisir de vous lire quelques extraits de ce roman. Page 17. Il n'y a pas si longtemps que le monde a cessé d'être un agglomérat d'empires coloniaux. Même pas un demi-siècle pour la queue de comète. Et bientôt un siècle que la communauté internationale est régie par un club d'empereurs. Du continent de Gutenberg est venue et s'est répandue l'idée trompeuse que l'expérience universelle est européenne. La vigueur tropicale et équatoriale des langues européennes, et ce, qu'avec élégance et orgueil, elles transportent de vécu et de vouloir bien ancré en ces lieux où elles furent d'abord halogènes et dominantes, le démentent mieux que tout modèle mathématique ou tout raisonnement sophistiqué. L'expérience universelle est bien universelle. Page 21-22. La traite négrière était un commerce d'êtres humains. Il fallait bien lui forger une raison acceptable. Diderot, équivoque s'il en fut, se demandait si l'Europe était bien chrétienne à traiter ainsi des semblables, si dissemblant il est vrai. Montesquieu aussi, tergiversant, trouvait la chose à la fois odieuse et nécessaire. Condorcet et Schwartz étaient plus clairs dans le refus. Gobineau balayera les dernières hésitations. Page 120-130. Je ne connaissais pas encore l'inscription au fronton de la bibliothèque d'Alexandrie, édifiée par le roi égyptien Ozymandias, mari de Néfertari qu'on appelle aussi Ramsès II, histoire et nom dans lesquels nous nous perdions sans remords, mais il me semblait bien déjà intuitivement que cette bibliothèque à Cayenne possédait elle aussi un trésor de remède de l'âme. Ainsi je découvre, plutôt que prévu, la volupté du Cantique des Cantiques, la romance du roi Salomon et de la reine de Saba, dont je ne réalise pas encore qu'elle est éthiopienne. Et plus loin, je croise Tsipora aux côtés de Moïse, sans comprendre alors qu'elle est couchite, donc noire, car l'ombre de Cham rôde et recouvre de la malédiction que lui infligea Noé toute velléité de fierté. Mon sentiment sur cet ouvrage. Ce livre concentre à lui seul les citations, les réflexions et les opinions des grands écrivains des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Christiane Taubira y apporte son approche personnelle, des lectures auxquelles elle s'est inspirée et qui a fait d'elle une écrivaine dont la renommée n'est plus à faire. Le lecteur appréciera sans doute la façon dont Christiane Taubira décortique le désir de lire, comment tout à chacun est amené à aimer et un roman, entrer dans son histoire, à pas feutrer, comme elle le précise. Tout au long des pages, les lecteurs et les lectrices peuvent voyager par la littérature à travers des extraits savamment choisis qui étayent les grandes idées d'illustres poètes, romanciers, artistes qui ont marqué de par le monde notre culture et la culture en général.
Et puis elle parle de la langue des livres, qui nous livre son langage. Elle entend aussi sa musique. La lecture est expliquée pas à pas sans jamais dévier de sa raison d'être. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt. Une pause musicale avec le virtuose camerounais François Ezendi dans Blue Ekang. François Ezendi.
Nous retrouvons encore Dany Loni dans une chronique bonus. Elle nous lit ici un texte en hommage aux héros de l'indépendance de Haïti. Dany Loni. Bonjour à tous, je vais vous parler de la lutte du peuple haïtien pour son combat pour la liberté et des héros qui se sont battus pour la retrouver. Haïti et son combat pour la liberté. Cette liberté tant chérie que les peuples de toutes nations sont prêts à mourir pour la sauver. Haïti, appelée aussi autrefois la perle des Antilles, s'est-il connue pour ses nombreux combats de résistance contre les envahisseurs occidentaux pour finir victorieuse de la liberté retrouvée. C'est un peuple combatif avec une extraordinaire volonté d'union pour sortir le peuple de ses chaînes. Elle est la première démocratie noire dans l'histoire. Pendant la colonisation, il y avait de nombreuses plantations luxueuses, habitées essentiellement par des colons nantais et bordelais. Ces grandes plantations sucrières en faisaient la plus riche de la Caraïbe de toutes les Amériques. Le Cap haïtien s'appelle alors le Cap français ou le Paris d'Haïti, devenu une ville très riche où les célébrités y venaient. Les colons vivent une vie paisible. 3/4 du sucre était consommé en Europe et pour garder le rythme, le rap d'Africains libres pour la mise en esclavage s'intensifiait. Le marché aux esclaves, très prisé par les colons venus de toute l'Europe, se pressait pour acheter les captifs comme du bétail. On regardait ces êtres humains avec attention, ils étaient littéralement auscultés, on vérifiait tout, les dents, la robustesse du corps, etc. 500 000 esclaves pour 30 000 colons, l'espérance de vie de ces femmes, hommes et enfants ne dépassait pas plus de 8 à 10 ans. Aujourd'hui, la nature a recouvert l'architecture européenne. Vint la plus grande révolte des esclaves en fuite dans la forêt. 3000 marrons, hommes, femmes et enfants se regroupèrent pour se terrer dans la grande forêt et s'y nourrir de ce que la nature pouvait leur offrir. Au XVIIIe siècle, on les appelle les marrons ou cimarrones en espagnol. Les combats pour libérer les esclaves pendant la traite négrière, les nègres-marrons. Un esclave nommé François Macandal, prêtre vaudou, se distingua pour sa forte détermination. Sa capacité de mobiliser opéra un total changement qui déstabilisa toute la colonie. C'était un véritable stratège. Il organisa une guérilla collective de marrons. Des clans entiers d'esclaves se soulevèrent pour lutter et empoisonner les champs et tuer les colons. Il finit par être fait prisonnier par les Français en 1758 et brûlé vif pour l'exemple, ce qui n'empêcha pas la lutte de continuer ses actions ciblées. Une légende voudrait qu'il réussit à s'échapper des flammes et à disparaître. Son corps, cependant, ne fut jamais retrouvé. La devise des marrons, être capable de voir tout le monde sans que personne ne puisse nous voir. En 1791, après une grande cérémonie vaudou qui les galvanise, les marrons se révoltent et massacrent les colons, brûlent les plantations. Malgré la répression française, les insurgés résistent et les combats perdurent. Haïti, pendant ce temps, attire les convoitises. L'Espagne et l'Angleterre attaquent alors le Cap français. Les colons se rebellent pour conquérir l'indépendance des colons autonomes. La France, poussée dans ses limites, essaie de trouver des alliés. Santonax, le Girondin révolutionnaire, proclame l'affranchissement des esclaves pour combattre les colons autonomistes en faisant alliance. Pendant ce temps, Bonaparte tente de rétablir l'esclavage. Les Français, au bord de l'épuisement, par les combats incessants contre la révolte des esclaves et la fièvre jaune, capitulent. Les esclaves ont gagné, ils ont réussi à vaincre la plus grande armée de leur époque. Période pré-indépendance. En 1794, Toussaint Louverture lance la guerre d'indépendance de la colonie de Saint-Domingue face aux esclavagistes ainsi que leurs alliés. Il anticipa la dangerosité de la situation de l'île en décrétant une constitution qui le reconnaissait gouverneur à vie avec tout pouvoir et déclara l'interdiction de l'esclavage en instaurant l'indépendance. Proclamation de Toussaint Louverture. Nous renouvelons le serment d'être enterrés sous les ruines d'un pays que la liberté a ressuscité, plutôt que de souffrir le retour de l'esclavage. Nous avons su affronter les dangers pour obtenir notre liberté, nous aurons affronté la mort pour la maintenir, en 1797. Il fut arrêté par la suite et envoyé en France le 7 juin 1802. Sur le navire, il formula: en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Incarcéré et isolé au fort de Joux, il ne supporta pas le rude climat et les privations et meurt en 1803, sans avoir connu la proclamation de l'indépendance de son île le 1er janvier 1804 par son ancien lieutenant Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, justement, qui pendant ce temps a livré la bataille de Versières, qui s'est passée à Versières, près du Cap français de l'époque, au nord d'Haïti,
le 18 novembre 1803. Il s'opposa aux troupes commandées par le général de Rochambeau, envoyé par Napoléon. Ce fut la dernière bataille de l'expédition de Saint-Domingue. La première République noire est proclamée le 1er janvier 1804, période post-esclavagiste. Le nouveau roi Christophe construit la citadelle La Ferrière en 1805, la plus grande du monde, symbole du peuple haïtien tout entier à 30 km de la capitale. Elle abrite 1 millier de soldats, une véritable prouesse architecturale, 10 000 km sur 6 étages. Il faut savoir que hommes, femmes et enfants ont participé à sa construction par patriotisme. Indépendante et respectée, Haïti n'eut pas à se servir des canons de la citadelle. Haïti, malgré tous les sacrifices, est restée indépendante. C'est la seule révolte des esclaves réussie au monde. Merci. Merci de votre écoute. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour: j'aime les gens qui pour briller n'éteignent pas les autres. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur la radio partenaire Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission Le JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine et Dani Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées. Émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle, par email contact @larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On s'est dit au revoir en musique avec notre ami Philippe Bonner dans le titre Ma différence. À très bientôt. Des regards, des mots qui font mal. Devrait-on dire, est-ce bien normal? Brûler, lacérer de mépris. Ça commence toujours comme ça. On en rit. Une couleur, une culture. Parce qu'on est pauvre, plus le droit de vivre. Je sais ce que je vis, c'est terrible d'être haï. Car pour ces gens, je suis différente. Même si ça dérange, même si je dis ce que je pense, je ne veux pas qu'on me range pour ma différence. Même si je ne demande qu'une chose, celle d'exister, aimer, être aimé. Pas de faux semblants et qu'on me respecte. Ne violez pas mes espoirs. Pourquoi agir ainsi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce ma différence? Je voudrais bien comprendre et que l'on m'explique pourquoi je suis tolérante.